20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec plaisir mais avec le cœur très serré ce soir que je vous présente cette édition dont voici les principaux titres. Le paysage médiatique sénégalais perd une de ses animatrices les plus emblématiques. Déguène Chimère ne rayonnera plus à travers la lucarne de TFM mais restera à jamais gravé dans les cœurs. Les témoignages sont unanimes. Le monde des médias, sa famille et les Sénégalais saluent la mémoire d'une dame pieuse, humble et dévouée à son travail. Le Front Manko Wattu Sénégal s'entête. Ses membres comptent maintenir l'itinéraire qu'ils ont ficelé malgré les mises en garde du préfet. La marche est prévue demain 14 octobre. La formation LDR Yessel de Modou Diagne Fada invite les citoyens à y prendre part massivement. Prolifération des mariages précoces à Kolda, le fléau semble encore avoir de beaux jours devant lui et pour cause, les pesanteurs sociales, les traditions et la pauvreté qui en sont les principaux facteurs sont encore et toujours une réalité dans cette région. La communauté mouride réclame les archives de Cheikh Ahmadou Bamba à la France, un souhait exprimé lors du Magal de Grand Bassam. L'événement religieux a été l'occasion de rendre hommage aux victimes qui ont perdu la vie au cours de ces attentats terroristes. Et puis, reportage du jour, il fait un focus sur la vente des extincteurs et sur la nécessité pour les automobilistes de garder toujours un extincteur dans leur voiture pour parer à tout incident. Le prétexte, ce constat, les nombreux véhicules qui ont pris feu ces derniers jours sous le regard impuissant de leurs propriétaires. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. L'émission Waref orpheline de sa présentatrice vedette, Déguène Chimère Babou, surnommée affectueusement par ses collègues Tata Déguène, est partie sur la pointe des pieds. Elle a été inhumée cet après-midi à Touba, à Futur Média, la télévision qu'elle a marquée au fer rouge à jamais. Les témoignages sont unanimes. Tous s'inclinent devant la mémoire d'une dame humble, pieuse, généreuse et dévouée à son travail. Maïmouna Ndiaye. Une personne magnifique, très aimée pour rendre hommage à cette bonne personne. Je souhaite qu'elle l'accueille en son sein paradis. Une femme qui savait garder un secret, parce que toutes les femmes de la télévision, une fois que l'émission est finie, on se retrouve sur son plateau. Et Maman Déguène parle avec chacune d'entre nous, et ça reste toujours entre Maman Déguène et la personne. Vu des conflits, on arrangeait ça sans aucune faille. Et je pense bien que Déguène, c'était une personne vraiment merveilleuse, une personne géniale. Elle ne disait jamais de mal à personne. Franchement, c'est une dame exemplaire qui avait un esprit de dépassement. Elle réunissait pas mal de personnes. Et puis, c'est une dame qui était vraiment toujours sur son 31. Notre première émission au niveau de la TFM, on a débuté ça ensemble. On a commencé notre première émission en 2011 au niveau de la télé. C'était moi et elle, et Ndiaye Lo Ndiaye, comme on dit, et Tchad. Donc, c'était notre première émission qui devait sortir au niveau de la télé TFM. Déguène Chimère, c'était une dame qui respectait beaucoup son entourage. Elle respectait son travail. Elle respectait encore également son mari. Même si elle descend, elle coupe ses téléphones pour ne pas être perturbée à l'heure où elle est à la maison. Donc cela explique quelque part que c'était une dame vraiment qui respectait alors sa vie conjugale. Deuxièmement, elle aimait beaucoup le Coran. J'en sais quelque chose. Elle maîtrise encore très bien le Surat Yassine. Elle symbolisait beaucoup de choses. Elle symbolisait également les valeurs de la société africaine, particulièrement sénégalaise. Mais ici, au groupe Futur Média, elle portait pratiquement cette société-là et elle a su quand même se rapprocher de tout le personnel, d'assister tout le personnel. Et elle était exemplaire également dans le cadre professionnel. La nouvelle n'aurait pu être plus triste que celle-ci. Je pense qu'on retiendra de moi personnellement et je pense que tous mes collègues aussi, on retiendra de Déguène Chimère une dame pleine de vie, une dame aussi fédératrice parce que
Je pense qu'elle a su mener à bien la mission qui lui était confiée par le président Youssou Ndour. Nous venons de perdre une maman, une conseillère, une assistante. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il l'accueille dans son paradis en ce mois béni de Muharram. Voilà, les témoignages sont unanimes. Degen Chimère, une dame exemplaire. Tout de suite avec nous en ligne, le directeur général du groupe Futur Média, Mamadou Ibra Kane. Mamadou, bonsoir. Bonsoir Sarah. Mamadou, une grosse perte pour le groupe Futur Média ce soir. Une perte immense. Je pense que le président Youssou Ndour l'a bien résumé et nous sommes tous d'accord avec lui. Nous avons perdu une maman. La maman de TFM, je dirais même de GFM. Et pour l'illustrer, elle a créé et présidé l'amicale des femmes du groupe Futur Média. Quand on voit l'émotion que la disparition de notre cher Degen a créée dans le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, toutes ces réactions dans tous les médias, les réseaux sociaux, finalement, on se dit que Degen Chimère a eu droit à un deuil national. Parce que telle était et telle est la dimension de cette bonne femme. Elle a fait du bon travail sur terre. Elle nous a finalement, Sarah, laissé une œuvre immense qu'il nous appartient de sauvegarder, de perpétuer. Je pense que Degen Chimère a anobli le métier. Elle a écrit l'une des plus belles pages du métier que nous chérissons tous. Et surtout l'animation. Si aujourd'hui on écoute avec attention l'animateur ou l'animatrice, c'est parce que Degen Chimère a fait un travail extraordinaire. Et je pense, elle qui commençait toujours par formuler des prières pour nos chefs religieux et coutumiers, pour nous tous, il nous appartient maintenant, aujourd'hui, et pour toujours, de formuler des prières justement pour elle. Nos chefs religieux et coutumiers le feront sans doute parce que Degen Chimère nous a marqués tous. Et finalement, elle entre dans au panthéon de tous ces immortels, parce qu'il y a des œuvres qu'on accomplit sur terre qui ne s'effacent jamais. Le groupe Futur Média est endeuillé, le Sénégal est endeuillé, et le groupe Futur Média tâchera d'être à la hauteur de cette femme, de grande femme que fut Degen Chimère Diallo Babou. Merci beaucoup, Mamadou Ibra Kane, directeur général du groupe Futur Média. La suite des réactions, cette fois-ci avec les téléspectateurs de la TFM, sa deuxième famille, qui sont tous bien évidemment attristés par la nouvelle. Gentillesse, humilité, piété. Les qualités de cette grande dame sont louées par les Sénégalais. Interrogés par nos reporters, les propos sont recueillis par Chérif Dia. maire bu baax la woon parce que ku daan def émission ci télé di yee ay nit. Comme beaucoup de Sénégalais ont eu à le dire, Degen Chimère Diallo était d'une gentillesse exemplaire. Dans ses émissions, elle donnait beaucoup de conseils aux téléspectateurs. J'ai eu à la connaître car elle était amie avec ma patronne. Ce que je peux témoigner, c'est qu'elle était humble et très pieuse. J'ai entendu ce matin à la radio un oustaz dire que Degen Chimère maîtrisait parfaitement le Coran. Il suffisait juste de débuter la sourate Yassine pour qu'elle termine cette sourate. Que Dieu l'accueille au paradis, que la terre lui soit légère. J'ai été surprise par l'annonce du décès de Degen Chimère. Je suis sous le choc. Degen était tellement gentil. Je ne ratais jamais ses émissions, qui me rendaient beaucoup de satisfaction, car elle participait à l'éducation des téléspectateurs. Je prie Dieu pour qu'il l'accueille au paradis. Attristé, vraiment, ça fait mal. Bon, on habite ensemble au Maris, vraiment, c'est une femme exemplaire, une femme modèle, une femme, vraiment, je ne sais pas quoi dire, quoi, vraiment.
que Dieu lui accueille dans les paradis les plus beaux. Bon. Nit ku baax la woon ku bëggoon njaboot ku bëggoon sénégalais aussi. Je l'ai connue à travers l'émission Wareef, mais je sais qu'elle était généreuse. Degen était une vraie patriote, ouverte. Que Dieu l'accueille au paradis. Je présente mes condoléances à ses collègues du groupe Futur Média. Degen laisse un grand vide dans le secteur des médias. Que ses successeurs la prennent comme exemple. Que la paix règne chez vous et que Dieu l'accueille au paradis. Yàlla na leen Yàlla defal jàmm ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax Sénégal yëpp a ngi leen koy jaale. Amen. Adieu, Tata Degen, que Dieu t'accueille dans son paradis. Toutes nos condoléances à la famille éplorée. Dans le reste de l'actualité ce soir, l'arrêté Ousmane Ngom, servi au front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal, un arrêté qui interdit toute manifestation politique allant de l'avenue Malick Sy au Cap Manuel. Malick Gakou et compagnie refusent toutefois de changer d'itinéraire et maintiennent leur marche suivant l'itinéraire qu'ils avaient ficelé. Alors, cet itinéraire concerne justement le rond-point RTS, avenue Malick Sy jusqu'au ministère de l'Intérieur. Il donne rendez-vous aux Sénégalais ce vendredi 14 octobre. Alassane Ba, Thierno Laurent Mendy pour les détails. L'autorité préfectorale sort comme prétexte l'arrêté Ousmane Ngom du 20 juillet 2011. Ousmane Ngom, ancien ministre de l'Intérieur sous Wade. L'arrêté Ousmane Ngom interdisant toute manifestation à caractère politique de l'avenue Malick Sy jusqu'au Cap Manuel. Nous avons dit au préfet le caractère irrégulier de cet acte. Puisque cet arrêté-là est totalement en porte-à-faux avec les droits constitutionnels des citoyens. Et c'est la raison pour laquelle nous refutons cet arrêté. Combien de manifestations ont été prévues hors de cette superficie qui ont été interdites malgré tout? Il y a 3 jours, les organisations de la société civile de ce pays ont voulu faire une manifestation sur la place de l'Obélisque qui est à des kilomètres de cet endroit qu'on dit interdit de manifestation par un arrêté ministériel. Et cette manifestation a été interdite. Depuis 2012, les manifestations sont interdites et les manifestants sont violentés. Malick Gakou et compagnie refutent cet arrêté. Ils maintiennent leur marche suivant l'itinéraire de départ. C'est-à-dire place Fodou Ndiaye Rose, devant la RTS, demain à 15h, avenue Malick Sy, avenue Blaise Diagne, avenue Jean Jaurès, et pour terminer, à la place Washington, devant le ministère de l'Intérieur. Nous avions dit ici et maintenant, hier comme avant-hier aussi, que nous n'accepterons à personne le droit, encore moins le choix, de limiter nos droits constitutionnels. Et que plus rien ne sera comme avant dans ce pays. Il faut que l'État respecte les citoyens et que les citoyens aussi respectent la Constitution. Le peuple sénégalais convoqué ce vendredi à 15h à la place Doudou Ndiaye Rose, le Front pour la défense du Sénégal, Manko Wattu Sénégal, appelle aussi les forces de l'ordre à encadrer la marche. Nous restons avec cette marche. LDR Yessal, la formation politique de Modou Diagne Fada, membre du Front Manko Wattu Sénégal, appelle les citoyens à prendre part massivement à cette marche prévue demain à 15h. Déclaration faite en marge du comité directeur du parti qui s'est tenu hier, mercredi. Mansour Ndiaye, membre du parti et porte-parole du jour, a réitéré la décision de son leader de ne plus se représenter au poste du président du groupe parlementaire des libéraux démocrates. Nous l'écoutons au micro de Mamberam Diouf. Par rapport à la marche du 14, le comité directeur a engagé tous ses militants, toutes les structures du parti pour que cette marche soit une grande réussite. Donc nos étudiants, nos jeunes, nos femmes et nos cadres sont en train de se mobiliser pour que cette marche-là soit une grande réussite. Concernant le point relatif au groupe parlementaire, le président Modou Diagne Fada a informé le comité directeur qu'il ne va pas se représenter à la présidence du groupe parlementaire. Je voudrais apporter des précisions à ce niveau. Il ne démissionne pas du bureau, il ne démissionne pas de la présidence, mais il ne va pas se représenter. La précision est de taille parce qu'il entend poursuivre son mandat jusqu'à terme, c'est-à-dire vendredi prochain 14. Et par rapport à ça, il va assumer pleinement ses prérogatives de président conformément à l'article 22
de l'Assemblée nationale, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, pour organiser les modifications qui doivent intervenir au niveau du groupe parlementaire. Bien entendu, il n'exclut pas d'ouvrir des discussions si nos frères du Parti démocratique sénégalais le souhaitent, pour que ce qui s'est passé l'année dernière ne se reproduise pas. Affaire Petro-Tim à présent, réponse de Déthié Fall à El Hadj Hamidou Kassé. Le ministre conseiller chargé de la communication à la présidence avait, pour rappel, déclaré que le chef de l'État n'avait pas à se mêler à la polémique sur le dossier Petro-Tim. Eh bien, une sortie que le réumiste déplore. Selon Déthié Fall, le chef de l'État doit parler pour éclairer justement la lanterne des Sénégalais. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Al-Hassan Ba. Le président de la République lui-même ne peut pas dire ça. Il va se prononcer sur toutes les questions qui intéressent les Sénégalais. Et cette question concernant les ressources naturelles intéresse aujourd'hui au plus haut niveau nos compatriotes. Et par conséquent, nous attendons une réponse de sa part. Ce n'est pas son service de communication qui va sortir en premier pour dire cela et que nous allons l'accepter. Le président de la République, c'est le président de tous les Sénégalais. Et chaque question qui constitue une préoccupation des Sénégalais doit constituer à son niveau une préoccupation, et je reste persuadé qu'il sortira dans les prochains jours pour répondre sur ces interpellations-là. Et puis, bénédiction ou malédiction pour le Sénégal, Mamadou Lamine Loum pense que c'est une gestion vertueuse qui va faire la différence. L'ancien Premier ministre s'exprimait ainsi sur la question du pétrole en marge d'une cérémonie dédicace d'un livre intitulé « Les régimes douaniers au Sénégal ». Je vous propose de l'écouter au micro de Dissa Prera. C'est une affaire trop sérieuse pour être abordée disons, en un tournement. Malédiction, bénédiction, c'est les hommes qui font leur bonheur. Il y a des pays qui n'ont pas de pétrole et qui se portent bien. Il y a des pays qui ont eu du pétrole et qui ont commencé à avoir des problèmes. C'est pour ça qu'on parle de syndrome hollandais. La Hollande se porte bien et puis subitement a eu. Vous avez des pays qui ont du pétrole aujourd'hui et qui le gèrent bien, la Norvège. Et donc, la question, c'est la question de la gouvernance, la question de la gestion. Il ne s'agit pas seulement de pétrole, de toutes les ressources naturelles. Parce que par essence, les ressources naturelles sont des ressources limitatives. Elles ne sont pas perpétuelles. Les gouvernants, par leur volonté de bien gérer, qui feront qu'un pays a des ressources naturelles qui lui valent de la bénédiction ou de la malédiction. Ça n'a rien. Dans toute matière, il faut avoir une gestion qui soit saine des ressources du pays. Parlons à présent du lancement de Ëttu Askan Wi, une nouvelle coalition regroupant plusieurs sensibilités politiques qui a vu le jour. L'objectif, selon ses initiateurs, est bien d'œuvrer pour une troisième voie politique et pour un Sénégal des valeurs. Ëttu Askan Wi est déterminé à exprimer de nouvelles pistes de réflexion et d'action politique afin de redynamiser l'économie. Souleymane Touré et Modou Diop nous font faire connaissance avec ce nouveau parti. Ëttu Askan Wi entendait une nouvelle coalition de partis politiques pour une troisième voie politique autour du professeur Amsatou Sow Sidibé pour déplorer la situation actuelle du pays. Préoccupé par la situation de déliquescence économique, sociale et culturelle de notre pays, déliquescence perceptible à travers une crise permanente des valeurs, un chômage endémique, une situation insécuritaire permanente, un déficit de bonne gouvernance, une corruption galopante et le népotisme. Alors, pour sortir le pays de ce cercle qu'elle considère vicieux, la coalition Ëttu Askan Wi entend s'inscrire dans une nouvelle dynamique. Notre ferme engagement à œuvrer à l'avènement d'une nouvelle offre politique innovante capable de prendre en charge les aspirations profondes du peuple sénégalais. Sommes décidés à procéder sur la base des valeurs à une refondation des institutions de la République et de la société.
Ëttu Askan Wi pour une troisième voie politique n'est ni de la majorité ni de l'opposition traditionnelle et au chapitre de la marche de Manko Wattu Sénégal, professeur Amsatou Sow Sidibé décrète. Le droit de marche est un droit constitutionnel. Nous n'avons pas besoin d'autorisation, nous avons besoin d'être encadrés. Une nouvelle coalition de partis politiques est née. Ëttu Askan Wi compte rassembler les organisations politiques et sociales ainsi que les personnalités indépendantes pour une alternative politique crédible. À présent, direction Kolda pour parler de la prolifération des mariages précoces sur place. Le fléau semble encore avoir de beaux jours devant lui, malheureusement, et pour cause. Les pesanteurs sociales, les traditions et la pauvreté qui en sont les principaux facteurs sont encore et toujours une réalité dans cette région du Sud. Abdoulaye Diallo pour le reportage. Les mariages précoces sont parmi les pratiques communautaires les plus inquiétantes au Fouladou. Même s'il n'y a pas de statistiques pour quantifier le phénomène, le mariage précoce est une des violences très récurrentes sur les filles de Kolda. Cet état de fait est lié à des pratiques qui jusqu'à présent continuent à persister au niveau de la communauté. C'est la résistance communautaire qui fait que jusqu'à présent on a des difficultés à enrayer ce phénomène social qui existe à Kolda. Mais aussi, les jeunes filles ne nous facilitent pas la tâche, il faut dire aussi la vérité. Si les parents ne donnent pas les filles en mariage, c'est les filles mêmes qui vont se donner, je ne veux pas dire en mariage, mais qui vont se donner et tomber en état de grossesse. À mon avis, je pense que c'est dû au manque d'éducation sexuelle. Parce que nous, à travers nos séances de sensibilisation, de visite à domicile, on entre dans des familles pour en parler. Mais on voit que les parents sont désintéressés. Et aussi, les jeunes n'osent pas écouter parce qu'ils disent si nos parents sont désintéressés, si on s'approche, alors c'est vu d'un mauvais œil. Aussi, il y a le manque de suivi. À chaque fois, on fait journée lutte contre ça, journée lutte contre ça. Mais après cette journée, on ne voit pas de suivi. On nous donne des t-shirts, des casquettes, on fait les marches, on fait une activité de sensibilisation, mais après c'est fini. Avec la pauvreté et l'analphabétisme, le phénomène est pire en zone rurale où des mariages de filles de moins de 15 ans sont célébrés partout. On est dans des zones qui n'ont pas de moyens de subsistance en dehors de l'agriculture pluviale. Et cela peut amener aussi aux parents de pouvoir au moins désengorger un peu la famille. S'il y a quelqu'un qui vient, qui a les moyens financiers de pouvoir prendre en charge ma fille, 2 ou 3 filles, et ma femme, mieux vaut que je puisse permettre à cette fille-là d'aller rejoindre son domicile conjugal. Quelle solution pour lutter contre ce type de pratique? Si on veut vraiment enrayer ce problème, il faut qu'on puisse travailler avec les communautés, discuter avec les communautés, essayer de voir les voies et moyens pour que ces communautés-là puissent abandonner la pratique. Il faut surtout mettre l'accent sur la sensibilisation. Mettre l'accent aussi sur la répression. Selon des techniciens, les mariages précoces sont à l'origine de plusieurs cas de maladies et de décès à Kolda. La communauté mourite réclame les archives de Cheikh Ahmadou Bamba à la France, un souhait exprimé lors du Magal de Grand Bassam. Grand Bassam, une région où le guide religieux avait séjourné lors de sa déportation en 1895. L'événement religieux a été l'occasion de rendre hommage aux victimes qui ont perdu la vie au cours des attentats terroristes qui ont frappé la Côte d'Ivoire. Reportage de Chérif Dia et Khadim Sissé. Grand Bassam, Côte d'Ivoire, et ses hôtels de luxe, sa plage bondée. À quelques mètres de là se trouve l'endroit précis où le navire transportant Serigne Touba avait transité au cours de sa déportation au Gabon en octobre 1895. Une escale de 21 jours que la communauté mouride de Côte d'Ivoire commémore pour la 15e fois dans ce stade archicon. Serigne Touba accordait beaucoup d'importance à cette cité de Grand Bassam et a promis la bénédiction à tout talibé présent ici. Cet événement est dédié à votre père. Je m'engage à travailler pour Serigne Touba jusqu'à ma mort. Grand Bassam constitue une étape importante dans l'histoire du mouridisme. Pour la vulgariser, les représentants de l'État du Sénégal réclament la déclassification des archives concernant la vie du cheikh qui menait simplement une résistance pacifique. Le colonisateur a toujours cru que Cheikh Ahmadou Bamba voulait mener une guerre sainte. Mais pendant tout son voyage, nous nous sommes rendus compte que l'arme qu'il avait, c'était sa plume et des feuilles de papier. Il aurait souhaité que nous-mêmes, nous connaissions notre propre histoire,
Parce que tant que la personne ne connaît pas son histoire, elle ne peut pas s'exprimer correctement. Donc ça, c'est un sacerdoce pour son Excellence M. Macky Sall, président de la République, de déclassifier toutes les archives concernant les personnalités sénégalaises qui ont combattu pour la liberté du Sénégal et pour la liberté de l'Afrique. Ironie de l'histoire, le Magal de Grand Bassam est célébré quelques mois après les attentats qui ont fait plusieurs morts dans cette station balnéaire. Les autorités ivoiriennes considèrent ce grand événement religieux comme une sorte d'hommage aux victimes. C'est le témoignage de cette communion fraternelle et séculaire entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et nous nous en réjouissons. Cette cérémonie religieuse est aussi une occasion pour nous de rendre hommage aux victimes du terrorisme qui a eu lieu à Bassam ici et aussi le terrorisme qui a lieu dans toute la région ouest africaine. Dans leurs interventions, Serigne Bass Abdoul Khadr Mbacké et Serigne Hamza Mbacké en compagnie de Serigne Abdou Samad Mbacké ont délivré d'importants messages aux fidèles et ont assisté à ce Magal de Grand Bassam organisé par Serigne Mourtada Mbacké. Et puis hors de chez nous, l'UNESCO s'inspire de la pédagogie de l'université Cheikh Ahmadou Bamba, ex-centre Maman Mbacké Mourtada. Invité par la directrice de l'UNESCO à Paris, Serigne Maman Mbacké a eu l'honneur d'être cité en exemple pédagogique pour une éducation de qualité. L'enseignement supérieur désormais dispensé dans cette université avec toutes les valeurs de l'islam est plébiscité. Une collaboration est en vue afin de pérenniser cette entreprise dans un contexte marqué par des violences classées dans le registre religieux. Compte rendu de la cérémonie avec Ibrahima Kamara, notre correspondant à Paris. Tout est parti d'une visite de la directrice générale de l'UNESCO à Dakar au mois d'août dernier. Ayant constaté le fabuleux programme dispensé à l'université Cheikh Ahmadou Bamba, ex-Al-Azhar, c'est ainsi que cette dernière, après avoir visité l'institut, a souhaité rencontrer Serigne Mamor Mbacké Mourtada. La directrice générale, Madame Bokova, a eu à visiter le centre de Mbao, qui est une initiative de Serigne Mamour Mbacké, a été impressionnée par ce qu'elle a vu, c'est-à-dire un enseignement à la fois religieux, mais en même temps professionnel. Dans ce sillage, la visite de Serigne Mamor Mbacké Mourtada et sa délégation les a conduits dans plusieurs départements de l'UNESCO. Avant, on envoie notre étudiant à l'extérieur, comme certains pays des Arabes. Mais à partir de 2005, nous avons dit qu'il faut essayer de l'arrêter pour créer une université qui nous permette de laisser nos enfants rester dans nos pays pour l'éducation efficace et puis pour le prix sérieux, quoi. L'apprentissage de plusieurs disciplines variées et en étroite adéquation avec les opportunités du marché de l'emploi sénégalais pourront aussi permettre aux jeunes issus de l'université Cheikh Ahmadou Bamba d'être opérationnels, mais aussi l'incarnation des valeurs et des vertus de l'islam dans le respect de la culture et de l'éducation, incarné par Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Le reportage du jour à présent, il fait un focus sur la vente des extincteurs et surtout sur la nécessité pour les automobilistes de garder toujours un extincteur dans leur véhicule et cela bien sûr pour parer à toute forme d'accident. Le prétexte, ce constat, les nombreux véhicules qui ont pris feu ces derniers jours n'étaient pas pourvus d'extincteurs et ont pris feu sous le regard impuissant de leur propriétaire. Ebou Diouf. Dans certaines circonstances, éteindre le feu avec un extincteur devient un impératif avant l'arrivée des soldats du feu, un compagnon de toujours, ce qui remet au goût du jour l'intérêt de cet outil. Je vous conseille, c'est que c'est très important. Chaque voiture doit avoir un extincteur. Bon, le policier qui vous contrôle, ce n'est pas pour son intérêt, c'est plutôt pour l'intérêt du conducteur. C'est vraiment pas cher et ça vaut la peine. On doit impérativement l'avoir à la maison et dans son véhicule. Outil d'une importance capitale mais souvent négligée, il s'agit de s'en procurer à moindre coût pour préserver un bien très cher. Il faut généralement se trouver dans certaines situations pour mesurer son utilité.
Avec l'extincteur, on peut facilement éteindre le feu. On ne peut pas acheter, par exemple, une voiture à coût de millions et ne pas être en mesure de payer un extincteur à 2000 francs. C'est un vrai paradoxe. Un jour, j'ai été témoin d'un incendie sur l'autoroute. Il y avait une voiture qui avait pris feu sur le moteur. C'est des voitures qui ont été garées pour l'aider à éteindre l'incendie. Ce jour-là, le conducteur ne l'avait pas dans sa voiture. C'est les autres qui l'avaient aidé à éteindre l'incendie. Ces commerçants font des affaires avec la vente des extincteurs et recommandent l'achat de ce produit. Les extincteurs d'un kilogramme coûtent par exemple 2000 francs. Les grands modèles sont vendus entre 15 000 et 20 000 francs. Un produit moins cher pour préserver un bien acquis à la sueur du front, un extincteur pour son véhicule ou pour sa maison. Prudence sur la route, certes, et avec aussi son extincteur. Page des sports tout de suite pour parler des affiches des demi-finales de la Coupe de l'Assemblée nationale, une coupe dotée d'une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour cette affiche. Donc US Gorée Ñaari-Tali et Jambar, Diamono de Fatick sont les chocs issus du tirage au sort tenu au siège du Parlement ce jeudi. Le compte-rendu est signé Cheikh Sadibou Diarra et Younous Diatta. Ñaari-Tali US Gorée, c'est la grande affiche des demi-finales de la Coupe du Parlement prévue ce vendredi. Ces rencontres qui marquent le début de la saison de football au Sénégal s'annoncent très disputées. Les affiches que nous avons sont très intéressantes puisque, effectivement, comme je l'ai dit, Ñaari-Tali n'est plus à présenter. Gorée est revenu au devant de la scène. On espère avoir une belle affiche, mais je suis sûr aussi que Jambar vaudront le déplacement parce qu'on sait que Jambar, l'année dernière, était favorite pour le titre. Et on a vu aussi le travail de Diamono qui va rejoindre la Ligue 2 cette année. Donc je pense que les 4 affiches seront très alléchantes. Le vice-président de l'Assemblée nationale a profité du tirage au sort qui s'est déroulé dans les locaux du Parlement pour rappeler l'engagement de l'institution parlementaire à toujours appuyer le football sénégalais. Et le président de l'Assemblée nationale, avec tous les députés, quand même disent qu'ils vont continuer à soutenir le sport au Sénégal et le football en particulier. L'enveloppe qui a été remise à la Fédération sénégalaise de football est une enveloppe de 10 millions. Parce que vous savez, avant que le président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la 12e législature présidée par le président Moustapha Niasse, l'enveloppe n'avait pas atteint 10 millions. Mais quand le président de l'Assemblée nationale est venu, il a tenu à augmenter l'enveloppe dédiée au tournoi du Parlement, mais aussi accompagné d'un trophée. Les primes allouées aux 4 équipes sont réparties comme suit. Le vainqueur aura 2 500 000 francs. Le finaliste sera doté d'un montant de 2 millions. L'équipe qui occupera la 3e place aura 1 500 000. Et l'équipe arrivée 4e touchera 1 million. Comme il est de coutume, la Coupe de l'Assemblée nationale ouvre la saison de football. Une saison particulière avec la participation des différentes équipes nationales aux compétitions africaines. En marge de ce tirage au sort, la Fédération sénégalaise de football a donné les raisons de son recours à la Confédération africaine de foot. Elle relève des doutes sur l'âge réel de Nabi Bangora, membre de la sélection U17 de la Guinée-Conakry qui a éliminé celle du Sénégal. Pour le président de la Fédération, Maître Augustin Senghor, que vous venez de voir sur ces images, eh bien, il n'y a aucun doute que la CAF va procéder à une nouvelle IRM du joueur incriminé parce qu'il y va de la crédibilité du football africain. Maître Augustin Senghor, que nous écoutons toujours avec Cheikh Sadibou Diarra et Léa Niafouna. Le dossier, en principe, est en bonne voie. Nous avons trouvé certaines particularités qui font que nous avons émis des doutes par rapport à l'âge d'un joueur qui a une date officielle sur son passeport qui ne correspond pas au vu des renseignements obtenus par la direction juridique de la Fédération, avec en tout cas la date de son anniversaire. Donc tout ça a fait que nous avons estimé, pour l'intérêt même et la crédibilité du football des jeunes en Afrique, déposer cette réserve, parce que je pense que c'est comme ça que nous pouvons arriver à ce qu'on nous respecte plus. Tout le monde sait effectivement que très souvent, quand l'Afrique gagne en petite
catégorie, il y a toujours des commentaires, même s'ils ne sont pas officiels, qui doutent de leur âge. Il faut que nous-mêmes qu'on commence à nous remettre en cause. Des fois, des jeunes peuvent tricher sans que ça soit la fédération elle-même qui soit concernée, mais nous ne pouvons pas laisser passer ça. Et nous avons dit que nous allions solliciter donc, les juridictions compétentes au niveau de la CAF pour que soit le droit soit dit. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Encore une fois, toutes nos condoléances à la famille de Degen Chimère Babou. Que le paradis soit sa demeure éternelle. Tout de suite, les programmes. Donc, la suite, c'est plutôt tout de suite avec l'invité du 20h. Antoine Diouf reçoit El Haj Assi, secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Bonne suite des programmes sur la TFM à demain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous nous inclinons pieusement devant la mémoire de Madame Babou Degen Chimère Diallo, qui vient de nous quitter, que la terre de Touba lui soit légère. Sur ce plateau, nous recevons M. El Haj Assi. Bonsoir, M. Si. Bonsoir, Antoine. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Vous êtes à Dakar depuis quelques jours. Vous avez présenté le rapport sur les catastrophes dans le monde. Alors, en regardant ce rapport, quelle impression peut-on avoir? Merci Antoine pour l'invitation. Permettez-moi aussi de me joindre à vous pour présenter nos condoléances à la chaîne TFM et à tous ses collaborateurs. Merci. Donc c'est une humanité que nous partageons, c'est aussi le domaine dans lequel nous travaillons. Tout à fait. Et c'est aussi précisément le but de notre présence ici à Dakar, où, comme chaque année, nous présentons un rapport sur la situation des urgences dans le monde et qui fait le point sur l'état des catastrophes que nous avons vécues. Et qui aussi permet de réfléchir de manière beaucoup plus pointue et profonde sur les causes, les déterminants, les conséquences. Et les solutions aussi. Et les solutions surtout. Et oui. Je crois que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a pu faire un diagnostic sans complaisance sur les souffrances humaines qui sont sans commune mesure. Jamais. État inquiétant, allez-vous dire, ou bien on peut encore tenir? C'est très inquiétant parce que jamais a-t-on connu autant de souffrances depuis la Seconde Guerre mondiale. Le nombre de personnes qui sont obligées de quitter leur terroir et leur foyer par manque de sécurité, par manque de ressources de revenus, par manque de moyens pour se nourrir, se loger ou bien prendre soin de ses familles, jamais en a-t-on vu autant. Jamais a-t-on vu également aussi une combinaison d'éléments qui agissent sur l'environnement, qui également aussi forcent toutes les ressources donc, à un niveau qui ne sont plus suffisantes pour la plupart des gens qui vivent dans des situations de vulnérabilité et fragilité. Cependant, c'est justement pour ces raisons qu'on a besoin de tous nos efforts. C'est justement pour ces raisons que nous devons davantage nous mobiliser, davantage former des partenariats, davantage former des synergies et conjuguer des efforts pour que l'on réponde de manière pérenne et de manière également aussi durable. Synergie, vous avez sans doute lâché le mot. Dites-nous, au vu du diagnostic que vous venez de faire, est-ce que cela signifie que l'humanité va mal, très mal? Ça va mal dans la mesure où que si on tourne le globe terrestre de nos jours et qu'on pointe le doigt sur un point géographique, en effet, on voit qu'il y a beaucoup de souffrances. Des souffrances qui sont liées à la guerre, mais des souffrances également aussi qui sont liées aux conditions climatiques et la sécheresse ou l'inondation ou les catastrophes que nous vivons, comme c'est le moment précisément à Haïti ou bien dans d'autres pays au niveau du bassin du lac Tchad ou en Afrique australe. Cependant, dans toutes ces situations, il y a des personnes comme vous et moi, des pères de famille, des mères de famille qui se lèvent chaque jour et qui développent des stratégies de survie pour se prendre en charge et essayer de recouvrer ce qui est plus important pour eux, notamment leur dignité humaine. La question maintenant de savoir comment les accompagner. Comment les accompagner dans leurs efforts, comment leur donner des moyens pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins, comment peut-on également aussi créer un environnement qui soit un environnement favorable à la réduction des risques et des vulnérabilités pour qu'on n'ait pas
ce nombre grandissant de personnes vulnérables. Parce que malgré les efforts que nous avons tous ensemble consentis pendant ces dernières années, les solutions que nous avons apportées ne sont pas encore à l'échelle et à la mesure de l'ampleur des problèmes. Donc, humilité, mais engagement renforcé pour faire davantage et mieux. Engagement renforcé. Permettez-moi de donner quelques chiffres. 65,3 millions de personnes ont été déplacées de force en 2015, contre 59,5 millions en 2014. En 2015 également, 40,8 millions de personnes à travers le monde ont été déplacées à l'intérieur de leur propre pays, hein, s'il vous plaît. Le rythme auquel les personnes fuient les conflits et les persécutions a augmenté considérablement, de 6 par minute en 2005 à 24 par minute en 2015. Je peux encore continuer. L'année 2015 a été la plus chaude depuis le début de l'enregistrement des températures en 1880. Alors, est-ce que cela signifie qu'on n'a pas beaucoup œuvré ou assez œuvré face à toutes ces catastrophes? On n'a forcément pas assez œuvré. On a fait beaucoup de choses, mais pas assez. On a fait beaucoup de choses, mais pas également aussi de manière concertée dans un continuum. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'attendre jusqu'à ce que les chocs arrivent et que des catastrophes surviennent pour intervenir. Il faudrait plutôt nous inscrire dans une démarche de longue durée, de voir comment réduire les risques, comment apporter des solutions qui vont s'articuler autour d'une alerte précoce, d'une réponse précoce. Et une réponse aussi qui va s'inscrire dans la durée, notamment en renforçant les capacités des personnes pour que la prochaine fois, quand le même choc arrive, ils ne se retrouvent pas dans les mêmes situations de vulnérabilité. L'anticipation, vous voulez dire en d'autres termes. L'anticipation, comme vous dites dans le rapport, il ne s'agit pas de lever les fonds, il s'agit aussi de trouver les solutions avant. Absolument, il s'agit de trouver les solutions avant. Et là où ça a été testé, on voit que c'est possible. Quand on ne peut pas empêcher la saison des moussons d'arriver, on ne peut pas empêcher la saison des pluies d'arriver, on ne le veut pas. On ne peut pas aussi empêcher que de temps à autre, il y ait des cycles de sécheresse. Cependant, ce que l'on peut éviter, c'est que quand ces saisons arrivent, elles ne tournent pas en catastrophe. Et là, on peut anticiper sur un certain nombre d'éléments. Il faut un cadre légal et de bonne gouvernance qui permet à ce que dans ces lieux où on peut avoir des inondations, qu'on n'y habite pas. Et on peut également aussi préparer les périodes de soudure et prépositionner également des produits pour que les personnes puissent être aidées à traverser ces périodes difficiles. On peut également aussi prévoir là où notamment on va avoir des inondations, qu'il y ait éventuellement des épidémies comme choléra ou bien de la malnutrition et qu'on anticipe sur ces phénomènes et qu'on y travaille. Mais au-delà de tout cela, il faudrait voir également aussi quels sont les moyens de production qui sont adaptés, quelles sont les stratégies donc, que les personnes peuvent développer pour avoir des sources de revenus, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir nourrir leur bétail et aussi faire leur culture. Et c'est l'ensemble de ces efforts qui peuvent seulement être atteints si ensemble nous travaillons, gouvernement, acteurs non gouvernementaux, système des Nations Unies, agents humanitaires comme le mouvement. Tout le monde de façon globale. Les défis sont complexes, mais himalayesques, si je peux m'exprimer ainsi. Prenons le cas des migrations forcées de façon délibérée. Je l'ai choisi. Alors, dites-nous, quel pourcentage les migrations forcées représentent dans ces catastrophes à travers le monde? Mais vous voyez, les migrations forcées, c'est à la fois une résultante, donc une conséquence, mais également aussi un déterminant. Jamais, depuis la Seconde Guerre mondiale, a-t-on connu autant de personnes qui soient forcées de quitter leur foyer. La référence à la Seconde Guerre mondiale est une référence très inquiétante. Nous ne sommes pas dans une guerre mondiale, mais nous avons des situations de souffrance humaine qui sont comparables à la guerre mondiale. Donc ça nous interpelle à plus d'un titre. Il s'agit donc d'abord de voir qu'est-ce qui peut être changé au niveau des risques. Il faut qu'un leadership s'exerce pour que les conflits s'arrêtent. Il y en a trop et ils durent trop longtemps. Et il y a eu une époque où il y avait certes des guerres, il y en a eu toujours dans l'histoire, mais ça s'inscrivait dans une durée courte. Il y avait des traités de paix qui étaient signés, il y avait ensuite une reconstruction qui était faite. Mais voilà, on est en guerre dans plusieurs pays. J'imagine que l'Afrique est peut-être le plus touchée, le continent le plus touché, quand vous parlez de catastrophes. Si les catastrophes naturelles, la combinaison donc, des vulnérabilités, l'Afrique semble être un peu plus touchée. Pas forcément par les conflits armés, parce que là, aujourd'hui, on a le conflit armé en Syrie, donc qui est
en Syrie, qui est donc un des conflits qui sont les plus durs donc, à supporter avec son lot de souffrances humaines. Mais cependant, en Afrique, ici dans la région ouest-africaine, au nord du Mali, au nord du Nigeria, autour du bassin du lac Tchad, donc on a un conflit qui ne dit pas son nom et qui perdure. Et tout cela avec une population jeune. Donc mon ami et collègue, le directeur régional du FNUAP me disait ce matin que donc il y a 75% de cette population dans cette région donc, de jeunes dont on ne sait pas maintenant qu'est-ce qu'ils vont advenir et devenir. Et donc pour faire de cette potentialité démographique un atout, il est temps et urgent d'intervenir. Et donc ça c'est un leadership qui est exercé par lui-même et ses collègues. Mais par ailleurs, il faudrait aussi que les États prennent le taureau par le corps. Parce qu'on ne pourra pas continuer, si les besoins continuent de s'accroître de cette manière, de continuer de répondre de manière efficace. Les Sénégalais qui vous suivent souhaiteraient peut-être savoir la place du Sénégal dans ce rapport sur les catastrophes dans le monde. Le Sénégal est un pays qui a eu donc le bonheur, dans une certaine mesure, de n'avoir pas connu, et on souhaite que ça demeure, donc un conflit à la dimension donc, des autres pays que j'ai mentionnés tout à l'heure. Mais c'est également aussi un pays sahélien, d'où on a un problème fondamental qui s'articule autour de l'eau, de sa gestion et de son utilisation. Et ça, c'est un problème donc, que le Sénégal confronte. On a aussi une urbanisation très rapide avec son lot de conséquences, notamment que les zones rurales sont en train de se vider au profit des villes qui se développent de plus en plus. Les infrastructures ne suivent pas forcément donc, de la même manière. Et donc, les conditions de vie et les sources de revenus donc, s'amenuisent, ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes. Et de façon explicite, vous n'avez pas parlé du Sénégal dans le rapport. De façon bien non, pas de façon explicite, mais la région sahélienne qu'on a traitée dans le rapport, donc de façon globale, le Sénégal s'y inscrit. Et donc, ça représente également aussi les mêmes profils démographiques, notamment des jeunes, et les mêmes dynamiques qu'on a évoquées tantôt. À part, et ça, c'est le bonheur qu'on a au Sénégal, qu'il n'y a pas les conflits armés à la dimension qu'on a mentionnée tout à l'heure. Mais la migration, et l'exode rural, et les jeunes qui quittent, et qui tentent maintenant de manière même très périlleuse à traverser la Méditerranée, parmi lesquels, et nous travaillons avec eux, il y a beaucoup de Sénégalais, et ça c'est quelque chose aussi d'urgent que nous devons adresser. Très bien, les conséquences de ces catastrophes sont énormes. Permettez-moi encore de me référer au rapport. Les pertes financières provoquées par ces catastrophes ayant touché des pays pauvres entre 1991 et 2010 se monte à plus de 840 milliards de dollars. C'est énorme quand même. C'est énorme. C'est des chiffres qui sont pharaoniques. Comme vous savez, quand on parle de ces situations, on cite beaucoup de chiffres, on cite beaucoup de statistiques, mais ce qui est important, c'est que derrière chaque unité de nombre qu'on cite, en termes de personnes, il y a une vie humaine derrière. Une histoire d'une famille, l'histoire d'une communauté, et ça n'a pas de prix. Ça, c'est exactement donc, ce qui nous motive. Donc, l'humanité que nous partageons, qui nous interpelle, est centrée autour de l'humain, de l'être humain à qui on doit respect, à qui on doit dignité, à qui on doit un accompagnement, parce que les plus pauvres, dans les coins les plus reculés, ils ne veulent pas moins que nous. Ils ne veulent pas moins pour leurs enfants que nous tous. Et c'est dans cette mesure donc, que nous devons faire preuve de solidarité, de renforcer le capital social que nous avons et préserver cette humanité, et préserver cette planète que nous partageons. Pour terminer, est-ce que ce n'est pas quelque part illusoire de vouloir faire face à toutes ces catastrophes? Ce n'est pas illusoire. Parce que quand même, vous-même, vous reconnaissez que c'est difficile, il n'y a pas assez de moyens pour faire face à tout cela. Je crois que c'est une difficulté qui nous interpelle à faire plus et à faire mieux. C'est aussi une difficulté qui nous fait rêver, donc à pouvoir soulever des montagnes. Et je n'en doute point que si on y mettait tous les efforts, en un moment dans l'histoire où on n'a jamais eu autant de moyens financiers, on n'a jamais eu autant de moyens techniques, on n'a jamais eu autant de moyens de communication, et jamais le monde n'a été si global, ce qu'il donc manque, c'est peut-être un exercice de leadership et de solidarité. Et si on s'ouvre tous et on se tend la main, donc je suis convaincu que l'humanité que nous partageons va prévaloir en fin de compte. Très bien, nous sommes au terme de cet entretien. El Hadj Assi, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité, Antoine. Merci. À vous, chers téléspectateurs, c'est fini pour ce soir. Donc, retrouvez demain membres du BRACAN sur ce même plateau.
muy xeex lu jëm ci wàllu tabax yu teguwul ci yoon nguuru Sénégal muy yégal askan wi ne dinañu amal ab saytu jëmale ko ci béréb yu ñuy tabax jamono ji ci ñeenti département yi nekk ci région wu Ndakaaru